Bien. Alors, l'ordre du jour. Alors, on va commencer par les pouvoirs, pardon. Monsieur Landais qui donne pouvoir à Monsieur Lamy, Madame Robin à Monsieur Buteau, Madame Parpaillon à Monsieur Devin, Madame Le Goff à Yveline Thibault. François, non, il n'est pas là. Ah ben non, mais il n'est pas arrivé. Il va arriver sans doute, oui. Madame Sosso qui donne pouvoir à Arnaud Bouger, Madame Barrault à Monsieur Froment et Madame Touzeau à Pierre Careil. Martine Joly. Et Martine Joly qui donne pouvoir à Bruno Fabre. D'accord. Pardon ? C'est Guinaud. Ah oui, je l'ai, t'as raison. Ouais, tu as raison. Marie-Thérèse Guinaud qui donne pouvoir à Philippe Barré. Donc je pense que c'est bon sur les pouvoirs. Donc il y en a peut-être qui vont arriver, qui ont peut-être été un peu effrayés par les petits flocons que nous avons eus. On va donc commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet du Conseil communautaire, on va avoir une intervention de Françoise Baudry et Yveline Thibault concernant le projet d'hébergement d'urgence. Voilà. Donc, mesdames, je vous laisse la parole. Nous développer un petit peu cette procédure, le lieu, etc. Comment est-ce que ça va se dérouler? Vous le faites à deux voix. On est parti. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, on va vous présenter un projet d'hébergement d'urgence pour les personnes, j'insiste sur le nom de personnes et non pas seulement femmes, victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles. Alors ce projet, on le travaille, Yveline et moi, depuis plusieurs mois déjà, et on va parler à deux voix, donc comme le disait Brigitte. Yveline va vous présenter donc la genèse, comment on en est arrivé à ce projet-là. Hein. C'est elle qui m'a appelé un jour pour me dire voilà, ce serait bien que. Donc elle va vous présenter ça. Après moi je reprendrai la parole pour des choses beaucoup plus, des choses pratiques parce qu'on va vous solliciter ce soir. Merci Françoise, merci Madame la Présidente. Donc en fait, oui, depuis 3 ans, dans le cadre du CLSPD, donc du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance au niveau de la ville de Luçon, nous avons une commission intrafamiliale sur les violences intrafamiliales et donc nous avons créé plusieurs supports de communication, des affiches, des petites cartes individuelles avec les numéros et tout ça. Et puis nous avons également mis à disposition des logements d'urgence pour nos citoyens luçonnais qui sont concernés, qui sont victimes de violences intrafamiliales. Nous sommes appuyés en fait sur l'expérience qu'a vécue Pierre Dubos, qui était avant sur la brigade de Maran, où cette structure était instaurée. Et je crois qu'il n'y a pas de mal à copier les bonnes idées. Et sur ce, quand il est arrivé sur la ville de Luçon, il nous a proposé ce cadre-là, et en fait, auquel nous avons adhéré sans problème. Nous avons eu le témoignage de Mélodie Simon, qui est l'animatrice du réseau des luttes des violences intrafamiliales et conjugales sur Maran, et nous a expliqué tout le process. Et il est clair qu'on a fait un copier-coller sur la ville de Luçon, donc ça fonctionnait très bien. On était en fait sollicité par des maires de la communauté de communes pour pouvoir héberger des victimes de leur commune. Alors, on est généreux à Luçon, on a la ville-centre, mais pour autant, compliqué aussi d'accueillir les victimes des autres communes. Donc, sur ce, c'est vrai que j'ai sollicité Brigitte et Françoise en leur disant, écoutez, peut-être que, et puis avec l'accord de monsieur le maire, bien sûr, peut-être en fait qu'on pourrait élargir notre système à la communauté de communes, mais sur ce avec une convention et puis tout le process qui va avec, puisqu'en fait c'est pas le tout d'accueillir les victimes, mais il y a l'accompagnement social ensuite qui va avec. C'est vraiment un travail de partenariat avec tous les professionnels médico-sociaux, la gendarmerie, tout ce qui est juridique. Enfin voilà, il y a tout un travail qui se fait. Donc voilà pourquoi nous sommes là ce soir, pour vous parler de ce procédé. Nous, à Luçon, on a actuellement un lieu, mais qui va être modifié. Donc
Donc voilà la proposition qui est faite, mais sur ça engendre quelque part de la part de toutes les personnes qui sont concernées par ces victimes une information par rapport à ce qu'est les victimes de violences intrafamiliales, comment on doit se comporter avec eux, des choses à ne pas dire, à ne pas faire, puisqu'en fait, ils sont déjà victimes, donc ça suffit. Donc voilà, on est là, en fait, ce soir, pour vous proposer une formation à vous, élus, et puis voir des référents. Donc là, je vais te laisser parler, Françoise. Moi, j'ai expliqué la genèse. Après, je compléterai s'il faut, Françoise. Alors effectivement, c'est un projet très compliqué, on va dire, hein, parce que on ne peut pas proposer un accueil à ces personnes n'importe comment. Tout d'abord, il faut effectivement voir qui est en capacité et qui peut être sollicité pour recevoir les personnes. C'est sans doute arrivé dans vos mairies qu'une femme arrive avec un enfant ou même, enfin n'importe, hein, une femme, une famille, des gens qui sont dans la détresse parce qu'ils sont battus, ils sont maltraités et qui cherchent à tout prix à trouver un logement tout de suite. Là, en travaillant ce projet, sur les 43 communes, on va donner la possibilité effectivement aux 43 communes de pouvoir accéder à cet hébergement, mais chaque commune, chaque maire devra proposer 2 élus qui seront référents pour cette mission. On n'accueille pas les personnes en détresse de la même façon qu'on va accueillir n'importe qui d'autre. Il y a des questions à poser. D'abord, il faut lui demander si elle accepterait d'aller dans ces hébergements. Et il y a l'association SOS Femmes Vendée qui assure des formations. Donc là, chaque commune, je disais, devra nous désigner d'ici mars-avril 2 élus qui seraient référents, et ces élus auront une formation dispensée par cette association. La ville de Luçon n'aura pas la même formation puisque c'est la police de la ville qui, eux, sont déjà formés, et c'est eux qui s'occuperont des élus de leur commune. Oui, parce qu'en fait, sur la ville de Luçon, on a une policière municipale qui a la formation pour voilà, éduquer et informer. Donc en fait, nous, les élus le personnel d'accueil de la ville de Luçon, se géreront, voilà, on n'utilisera pas SOS Femmes Vendée, ça limitera le coût du budget, puisqu'en fait, c'est un coût pour SOS Femmes Vendée. Oui, mais c'est un coût pour SOS Femmes Vendée, mais ils sont subventionnés. Hein, donc, oui, mais ça diminuera la... Oui, voilà. Donc, c'est une formation de base d'une matinée ou d'un après-midi, enfin bref, qui peut accueillir 20 à 25 personnes. Donc, il faut absolument nous désigner très rapidement. Alors, vous allez recevoir un mail d'Isabelle Chaplin pour vous demander clairement qui vous désignez. Et il nous en faut 2, il en faut absolument 2. Hein, parce qu'au départ, on a pensé à un seul. Bon, en général, je pense que le maire sera de toute façon, enfin bon, ça ne me regarde pas, hein, mais le maire peut être... C'est bien qu'il y ait 2 personnes. Oui, mais de toute façon, il faut absolument 2 personnes. Hein. Voilà, pour l'instant, donc il y a pas mal de points encore à affiner pour ce projet. Mais si vous avez quelques questions, déjà, on est à votre écoute. Hein. Non ? Allez-y s'il y a des questions, parce que c'est vraiment un sujet majeur, en effet. Hein. Je veux dire, si vous enfin, on est entre nous. Quand ça nous arrive, honnêtement, quand ça nous arrive, c'est-à-dire quand on a un appel de détresse, bien souvent on est impuissant. Là, c'est vraiment, moi j'en mesure la portée. Oui, vas-y, je t'en prie. L'hébergement, c'est combien de temps, s'il vous plaît ? C'est combien de temps l'hébergement ? Alors, il n'y a pas de temps. En fait, quand la personne va arriver dans l'hébergement, il y a des travailleurs sociaux qui vont les recevoir. Bien sûr, hein, ce n'est pas pour longtemps, mais c'est pour leur permettre de souffler. Et puis là, justement, il y a une prise en charge qui est faite à tous les niveaux pour
voir la projeter, pour projeter la personne dans l'avenir et puis voir quelles sont ses possibilités d'aller ailleurs, quelles sont, enfin, bon, toutes ces questions de l'après rentrer dans le logement. Mais on ne peut pas dire comme ça, bon, ça va être 8 jours, ça va être 3 jours, ça, Ouais. voilà. C'est jamais non plus des périodes très très longues. Mais oui, voilà, Oui, parce hein, qu'après, si on a besoin pour d'autres, ça peut Ouais, pas ouais. être des mois, quoi. Hein. Non, On non. essaie par quinzaine et de dupliquer, mais voilà, on limite parce que s'il y en a d'autres, si on multiplie au nombre de communes, on va pas pouvoir dire, ça va durer 3 mois. Comment font les autres, en fait, hein, C'est donc, vraiment pour permettre à la personne d'avoir un temps de pause, de repos, et de justement essayer de se projeter et voir toutes les aides qu'elle peut avoir à suivre, les accompagnements variés. Ok. Oui, Antoine, t'as une question? Oui. Oui. Est-ce que vous Ouais, ça pensez marche qu'un partenariat avec Grand Habitat et Grand Logement pourrait être mis en place pour faciliter le relogement de ces personnes-là? Alors oui, ils font partie des oui, ils font partie des partenaires. Hein. C'est vraiment... Parce qu'en effet, il faut qu'on ait cette notion d'urgence. Qui dit Là, urgence, l'hôpital, ça veut dire il y qu'il a faut le- qu'on aille au bout de la démarche. L'urgence, c'est ce que dit Evelyne. Enfin, il faut qu'on On met puisse tout de suite rapidement... Oui. Les travailleurs sociaux sont tout de suite mis ouais. dans la boucle et dans les travailleurs Alors sociaux. souvent aussi, attention, avec un grand souci de confidentialité, Complètement. parce qu'en fait, ce sont des Oui. personnes en difficulté, parfois en danger, on peut le dire. En danger. Donc c'est en danger. Donc je veux dire, c'est une confidentialité. Après, sur le travail qui est mené avec nos partenaires pour le relogement, enfin voilà, c'est vrai que ce travail-là, il s'enclenche dès qu'il y a le signalement. Enfin, dès qu'il y a la situation d'urgence, il s'enclenche. Mais le travail avec nos partenaires, c'est aussi en grande confidentialité. Il faut vraiment qu'on les protège. C'est pas protéger 3 jours ou 5 jours, c'est protéger pour demain. Et il y a la prise en charge aussi qui est très très importante parce que la mairie, la commune qui sera confrontée à ce problème devra accompagner physiquement la personne jusqu'au logement. C'est pas seulement dire voilà, ça c'est là, vous y allez, on va vous recevoir, on va. Non, il va falloir qu'elle soit accompagnée justement par l'élu référent. Et c'est pour ça qu'il en faut 2. Oui, parce qu'en fait, à la réception à Luçon, par contre, c'est l'élu d'astreinte qui accueille. Voilà, parce qu'il faut quelqu'un qui accueille sur le local. Donc c'est l'élu d'astreinte de la ville de Luçon qui sera appelé et qui sera là pour accueillir. Alors soit avec l'élu de la commune, ou on est en train d'étudier aussi un partenariat avec un taxi, parce qu'en fait, il y a des élus qui voudront pas l'accompagner jusqu'au lieu. En fait, voilà, ou le prendre dans son véhicule, parce qu'il y a une responsabilité aussi, en fait. Hein. Donc il y a tout ça qu'on est en train d'étudier, mais plus précisément là ce soir, je crois que c'est plutôt la grande idée qu'on lâche, et on veut qu'il y ait des élus qui s'impliquent et qui disent ok, on répond présent et on veut bien être formés. Les détails vous les aurez après, parce que là du coup c'est plus précis, quoi. Oui, non, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir les étapes. En fait, voilà, c'est le courrier de présentation quand il va être adressé en début d'année, et puis ensuite le recueil après, de voir en effet, aujourd'hui, c'est plus une information sur une problématique, honnêtement, qu'on rencontrera tous, qu'on a tous rencontré dans notre mandat de maire. On est tous concernés. On est tous à un moment donné. J'aurais juste là. Vous parlez d'élus référents, de personnes référentes. Si je comprends bien, la mission, c'est effectivement d'être aux premiers instants à accueillir, accompagner la situation d'urgence. Vous parlez d'élus. Est-ce que ce sont obligatoirement un binôme d'élus? Parce que je pense que les premières personnes qui vont être en face de telle situation, ce sont nos secrétaires de mairie, nos personnels. Donc la question, c'est de savoir comment eux, ils vont être associés à cette formation. De toute façon, ils peuvent être formés. Normalement, c'est mais bien évidemment, hein, ça va être les secrétariats peut-être qui vont être contactés les premiers, sauf que c'est souvent les maires qui sont appelés, mais la secrétaire ou le secrétaire appellera l'élu référent. Voilà, il y aura C'est la personne, celle qui en détresse a le plus confiance ou connaît le plus. Donc en effet, ça peut parfois être... il faut qu'elle va appeler... Mais ça peut être un élu et un technicien. Non, voilà, je veux dire, c'est envisageable. En fonction de vos fonctionnements, je pense que... Il y a aussi les personnes, de vos CCAS, hein, ceux qui ont encore des CCAS. Il faut que ce soit quelqu'un effectivement qui soit disponible et de confiance. Par expérience, en fait, ça arrive souvent le vendredi soir après 17h.
Donc là, il n'y a pas toujours un technicien. Par contre, il y a un élu. Ou le Ça, c'est du vécu. Hein. Oui, non, mais c'est toujours le Et week-end. moi, en vécu, c'est le samedi matin. Ok. Samedi matin, pendant que Vraiment, les ouais. enfants sont encore à l'école. Pas d'autres questions? Merci. Voilà, donc, merci on pour compte cette sur mise en vous, hein. place. Ouais, non, merci pour ce travail qui est pas simple, hein, parce que vous le menez Non. déjà depuis un petit moment. C'est pas simple, mais Non, oui, c'est puis, intéressant. Je au, n'en au doute fur, pas. au fur et à mesure qu'on avance, il y a plein de questions qui se reposent et on doit avancer. Ok, merci beaucoup. Eric peut reprendre sa place. Reviens. Alors, on y va sur l'ordre du jour. Vous aviez en premier point donc l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 14 décembre. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Ensuite, vous aviez le secrétaire de séance que j'ai zappé. J'étais maintenant. Alors, j'avais en proposition Antoine Mettet, Annie Saurin, Catherine Poupée. Je crois qu'il n'y a que toi, Antoine, qui est là. Il y a des jours comme ça. Ok, merci beaucoup. Ensuite, vous aviez la présentation des délégations consenties par le conseil d'abord au bureau communautaire et ensuite des décisions que j'ai pu prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Très bien, je vous remercie. Et du coup, on y va sur le premier point de ce conseil communautaire. Je passe la parole à Pierre, je crois. Oui, bonsoir à tous. Donc cette première délibération, il s'agit de valider le plan local de prévention pour les déchets ménagers et assimilés. Voilà. Donc ce plan, c'est à la fin d'une longue démarche qui a été assurée sur le même modèle un petit peu que ce qu'avait fait le groupe pour le plan climat air énergie. En plus, la forme c'est une chose, mais le fond aussi nous rapproche parce que la réduction des déchets, on parle beaucoup de ça, mais aussi faire de nos déchets des ressources, hein, c'est un autre terme qu'on utilise de plus en plus, s'inscrit pleinement dans cet enjeu de préservation de notre environnement. Et en discutant avec les uns et les autres, on voit bien que les déchets, il n'y a pas un citoyen qui n'est pas concerné, et ça réagit très très vite en général quand on parle de déchets. Voilà. Et on voit bien que ce plan de prévention est décisif sur les 6 prochaines années avec la mise en place du plan déchets et de la redevance incitative. Vous savez aussi que le cadre réglementaire a énormément bougé depuis la première loi qui date de 2007, hein, le Grenelle de l'environnement. Ça, voilà, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle, mais voilà. Et récemment, ça s'est précipité un peu. Et on voit bien que la prévention est un aspect fondamental pour avancer. Et cette idée aussi, dont tout à l'heure, David en parlera pour la délibération suivante, on voit bien que la prévention ça s'appuie sur une incitation à des changements de comportement, à des changements de mode de vie. Voilà. Et donc, à de la citoyenneté aussi, on peut dire. Voilà. Et donc, ce n'est pas le moindre des défis, avec tous les risques qu'on voit, dont on pourrait parler aussi. Voilà. Donc, la communauté de communes a choisi de se faire accompagner sur ce terrain. Et donc là, du coup, je vais laisser la parole à Nina, qui va vous en dire plus. Voilà. Et on pourra en discuter ensuite. Merci. Bonsoir à tous. Donc, dans cette présentation, je vais pouvoir vous présenter le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Donc, celui-ci est prévu pour la période 2023-2028. Donc, c'est un programme qui est réalisé pour 6 ans. Nous sommes en janvier 2023, donc c'est le moment vraiment pour valider le plan, puisque celui-ci a été construit tout au long de l'année 2022. Donc, on a eu toute une phase de diagnostic, puis qui a été suivie par des espaces de concertation. On a pu travailler avec les acteurs et les différents partenaires, ainsi que les usagers, pour pouvoir construire ensemble les actions qu'on allait mettre en place pour les 6 prochaines années. Et puis, donc, les actions ont été priorisées, etc. Le plan a été finalisé et on arrive aujourd'hui donc à sa validation. Une évaluation sera réalisée après les 6 années de mise en œuvre et on aura aussi un bilan de mi-parcours en 2025-2026 qui est aussi intéressant puisque ça correspond à la mise en œuvre de la tarification incitative qui aura lieu au 1er janvier 2026.
Donc dans un premier temps, on pourra voir le contexte global pour ce programme-là, c'est-à-dire au niveau réglementaire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, quelles obligations ont été créées pour les collectivités qui ont la compétence déchets, et sur le territoire, quels déchets sont produits, qui les produit, donc où on en est aujourd'hui sur le territoire. Et dans un deuxième temps, on pourra voir plus dans le détail le plan de prévention, donc pour les 6 prochaines années. Tout d'abord, voir comment on anime le territoire, puisque mettre en place un plan de prévention, ça demande d'animer le territoire, de créer une certaine dynamique. On pourra voir ensuite les différents points, les grands axes de travail qui ont été choisis pour les 6 prochaines années. Et puis, on fera un focus sur les actions 2023. Comme ça, vous pourrez voir aussi comment vous pourrez vous impliquer, comment vous pourrez être concernés et peut-être aussi ramener des petites informations et des actions dans vos communes. Donc tout d'abord, le contexte général, donc au niveau réglementaire. Donc, comme M. Careil l'a cité, les lois Grenelle 1 et 2 de 2009 et 2010 donc, positionnent la prévention des déchets comme la priorité de la politique de gestion des déchets. Donc aujourd'hui, en haut de la pyramide, la prévention a vraiment sa place. C'est un axe majeur pour travailler sur la thématique des déchets. Et depuis 2012, donc, les collectivités qui ont la compétence collecte et ou traitement des déchets doivent mettre en place un programme local de prévention. Alors, je ne vous ai pas remis le détail des chiffres réglementaires. Je vous ai mis les types de déchets, les flux sur lesquels on doit travailler. Donc, tout d'abord, il y a les déchets ménagers de manière générale. Donc, on doit réduire en 2030 de 15% la quantité de déchets par rapport à 2010. Ensuite, on travaillera sur tout ce qui est réemploi et réparation. Donc, aujourd'hui, comment on fait pour sortir des déchets, des objets, l'électroménager, etc., qui peut encore servir, être réutilisé. Donc, ça compte. Et là, on a aussi des objectifs d'atteindre de 5% de la quantité de déchets générale. Et il y a un autre axe majeur qui concerne les biodéchets. Et dans ces biodéchets, donc, il y a les végétaux. J'ai volontairement pas noté déchets végétaux, mais bien végétaux, puisque ce sont quand même des ressources. Aujourd'hui, on sait que les végétaux, on peut faire vraiment... voilà, on peut amender les sols, etc. Il y a beaucoup de sorties qui sont possibles. Et puis, on a un autre travail aussi à mener sur tout ce qui concerne le gaspillage alimentaire. On le verra un peu plus loin dans la présentation, qu'on a une part importante des ordures ménagères qui sont composées de déchets alimentaires sur notre territoire. Juste un schéma pour vous réexpliquer ce qu'est la prévention des déchets. Donc, quand on dit on va prévenir les déchets, c'est-à-dire qu'on va réduire la quantité et la nocivité des déchets. Donc, on va vraiment travailler sur ces deux axes-là. La prévention des déchets, elle peut être axée sur la réduction à la source, alors tout ce qui concerne l'extraction, la fabrication, le transport. Alors, on a moins la main, nous, en tant que collectivité, sur ces choses-là, mais on peut les influencer. Par contre, on va avoir plus la main sur tout ce qui concerne la consommation responsable. Donc, nous, qu'est-ce qu'on choisit d'acheter, comment on oriente nos achats et comment on fait nos choix pour la réduction des déchets, et aussi comment on favorise le réemploi et la réutilisation. Donc, nous, en tant que collectivité, on a quand même plus la main sur la consommation responsable, on peut agir, et sur la réutilisation et le réemploi. Sur le graphique suivant, donc, vous pouvez voir l'évolution de la production des déchets sur le territoire. Donc, c'est la quantité de déchets par habitant. Donc, on voit quand la courbe jaune correspond à la quantité de déchets par habitant sur Sud-Vendée littorale, et en bleu, vous avez la moyenne vendéenne. Donc, on voit qu'en 2021, on produisait par habitant 774 kg de déchets. Alors, peut-être une petite explication sur cette montée on s'était habitué sur une réduction progressive. Puis là, tout d'un coup, ça repart dans l'autre sens. Donc, il y a un peu deux explications à travers ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, avec l'après-Covid a fait venir pas mal de gens en Vendée. Donc, il y a eu plus de monde. Et on voit bien que l'après-Covid aussi a modifié les comportements et que ça ne va pas toujours dans le bon sens. Bref, on a ce constat sur toute la Vendée d'une augmentation des volumes de déchets. Voilà, sommairement résumé. Merci.
Une autre donnée qui est intéressante, c'est la part des déchets ultimes en déchetterie. C'est ce qui va correspondre à la benne tout venant, si on peut le dire, le terme qu'on utilise de manière générale. Et on observe sur ce graphique, c'est la quantité de déchets qui est valorisée dans chaque déchetterie. Vous observerez que la ligne horizontale verte correspond au chiffre de 66%. En fait, on considère qu'aujourd'hui, dans notre consommation, 66% de ce qu'on a acheté, consommé est valorisable. Donc que ce soit recyclable, que ce soit recyclé ou retraité ou transformé, mais on peut le réutiliser, le valoriser. Et donc, on considère que dans tout ce qu'on consomme, il y a environ un tiers, donc 33% de déchets qu'on ne peut pas valoriser. Donc ça signifie que sur les déchetteries, on peut arriver à un minimum de 66% de valorisation. Donc on peut observer que selon les déchetteries, aujourd'hui, pour différentes raisons, des raisons opérationnelles, des raisons techniques, on n'atteint pas forcément ces chiffres. Voilà. Donc on vous a mis ces données pour avoir aussi la vision sur la valorisation des déchets en déchetterie. Alors, sur cette diapositive, je vous ai remis la composition des ordures ménagères. En 2021, une caractérisation d'ordures ménagères a été faite sur 3 campagnes. Alors, c'est sur le littoral et c'est une moyenne de 3 campagnes. C'est-à-dire, on a fait 3 caractérisations de 3 tournées et on a fait une moyenne de ce qu'on trouvait. Donc, ce sont des chiffres qui existent, mais qui ne représentent pas forcément la composition des ordures ménagères du territoire. C'est important de pouvoir l'observer, mais c'est aussi important de vraiment prendre le recul sur le fait que ce n'est pas forcément représentatif à 100%. Et on a observé que dans ces ordures ménagères, on avait quand même 44% de biodéchets. Et c'était notamment des biodéchets alimentaires. Donc, on a dans ces compositions-là 17% d'ordures ménagères réelles. C'est-à-dire que l'ensemble des déchets présents, des autres déchets présents dans ces ordures ménagères, ont potentiellement une voie de valorisation. Ils devraient être ailleurs. La moyenne vendéenne au niveau des déchets, des biodéchets, reste quand même autour de 30-33% dans les bacs. Hein. Donc là, c'est plus important, avec la côte et tout, normal, mais on a tous un problème avec ça actuellement. Oui, c'est vraiment un problème pour toutes les collectivités, effectivement. Concernant les emballages, on a aussi des caractérisations qui ont lieu une fois par mois tous les ans. Sur 2021, on observe que sur la moyenne des 8 caractérisations permettait de montrer qu'on avait quand même 17% des déchets qui étaient dans les emballages qui devraient être en ordures ménagères ou en déchetterie et quasiment 4% qui allaient en point d'apport volontaire. Donc on voit qu'on peut encore avancer sur l'optimisation des consignes de tri, qui a encore de la pédagogie à faire, de l'information et de la sensibilisation. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que sur les environ 80-85% de la composition de ces sacs est substituable. C'est-à-dire que pour une majorité d'emballages qui existent, il y a des alternatives qu'on peut avoir lors de notre consommation, que ce soit réduire par exemple les bouteilles d'eau en consommant l'eau du robinet, en achetant un peu plus en vrac, etc. Voilà, il y a des choses qui existent pour réduire ces quantités-là. Oui, alors avec les virgules, etc., effectivement, sur celui-là, on est à 104, je crois, ou 107. J'ai vu tout à l'heure et c'était trop tard pour modifier. C'est ça. Mais je savais que j'allais avoir la remarque. Il y a toujours... Alors là, ça fait plus de 1 dans les jaunes. Oui. C'est pas évident. Non. Alors, pour ce deuxième volet, on va pouvoir aborder la planification qui a lieu pour les 6 prochaines années, donc 2023-2026. 28. Donc l'objectif, ça va être d'animer le territoire pour pouvoir réduire la production des déchets, dans l'objectif de répondre aux besoins de la collectivité, que ce soit les besoins techniques opérationnels, comment répondre aussi à la réglementation, comment on accompagne le territoire pour répondre aux enjeux de réduction. Et tout ça s'intègre vraiment dans un enjeu de transition écologique. Donc comment on va travailler sur le territoire? L'objectif, c'est vraiment de pouvoir
réaliser une animation territoriale afin de créer du lien, de permettre vraiment aux structures de se rencontrer, de créer des espaces d'échange et de dialogue pour pouvoir laisser les dynamiques émerger et ensuite pouvoir fédérer autour des projets. Et tout l'objectif ensuite, c'est de permettre à ces initiatives d'émerger et donc de proposer de nouvelles pratiques pour ensuite avoir un territoire qui est engagé, d'avoir une dynamique qui perdure sur la durée, alors qui demande toujours à être un peu accompagné, mais voilà, que les choses se lancent et puissent se perdurer. Donc en 2021, alors c'est 2022, on a pu concerter, travailler avec environ 230 personnes. Donc on a construit le programme et on l'a co-construit en travaillant avec donc, ce qu'on disait tout à l'heure, les partenaires, les acteurs et les usagers lors d'ateliers de concertation. On a pu travailler aussi, sonder les usagers sur comment eux voyaient les choses pour les prochaines années, quels étaient éventuellement leurs besoins, quelles idées ils avaient. On a travaillé avec le service déchets et avec la commission politique des déchets. Donc on a pu recueillir les propositions d'environ 230 personnes. Je vous ai remis quelques chiffres parce que c'est intéressant de noter que sur les sondages usagers, 89% d'entre eux étaient très satisfaits des équipements qui sont mis en place. Et concernant la prévention des déchets, ce qui est majoritairement ressorti, c'est le besoin d'avoir une recyclerie, d'avoir un lieu où on peut se fournir en seconde main, d'être plus informé sur les consignes de tri, la consommation responsable, de mettre en œuvre la tarification incitative, de travailler sur le compostage collectif, etc. Pour les 6 prochaines années, donc les axes de travail qui ont été choisis, c'est donc tout d'abord les leviers financiers, donc la mise en œuvre de la tarification incitative pour le 1er janvier 2026. C'est une action phare du plan de prévention, puisque ça va permettre de réduire la quantité de déchets par habitant. De travailler aussi sur l'éco-exemplarité des collectivités, comment communes et communautés de communes s'engagent pour la réduction des déchets et va permettre aussi de créer la dynamique vraiment localement et d'accompagner les associations, les habitants sur le même chemin. Ensuite, on travaillera donc sur les biodéchets, on l'a vu tout à l'heure, il y a un enjeu majeur, végétaux, donc déchets verts et alimentaires. Le gaspillage alimentaire, c'est un autre axe, puisqu'en termes de restauration collective, il y a des objectifs de réduction aussi importants. Et puis, c'est vraiment quand même une thématique particulière en restauration collective, notamment. Donc, on a un axe spécifique là-dessus. Le réemploi, donc aujourd'hui, comment on prolonge la durée de vie de nos produits pour réduire le prélèvement des ressources, pour réduire les transports, l'énergie utilisée. Et puis, on a des axes, alors, on travaille dessus, mais ils sont moins majeurs. Tout ce qui concerne les déchets des entreprises ou du BTP, et puis tout ce qui concerne aussi les déchets marins. On a des actions là-dessus, mais on s'est focalisé quand même sur les 5 autres axes. Donc l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les leviers opérationnels, les outils pour la réduction des déchets et de créer ou d'accompagner la dynamique de territoire. Donc en 2023, les leviers opérationnels qui vont être utilisés par la communauté de communes, donc c'est tout le travail sur la mise en œuvre de la redevance incitative au 1er janvier 2026. Donc ça va être communiqué auprès de vous, des élus, des usagers, des agents, de définir aussi toutes les modalités. Voilà, il y a tout ce travail-là qui est mis en œuvre, de recenser les foyers, de pucer les bacs, d'installer les barrières en déchetterie. Donc il y a tout ce travail-là qui est mis en place sur plusieurs années, qui est conséquent. Depuis le 1er janvier, les biodéchets alimentaires sont collectés chez les professionnels. Donc voilà, on a commencé à mettre en œuvre aussi, à séparer les biodéchets des ordures ménagères. Et puis, on va aussi proposer on va continuer à proposer le broyage via les broyeurs de la communauté de communes pour pouvoir aussi pour pouvoir réduire la quantité de végétaux et les réutiliser sur les territoires. Je passe vite parce qu'effectivement, on connaît la thématique. Donc là, on était sur les leviers opérationnels, les outils. Et concernant la dynamique de territoire, il y a tout ce qui concerne la valorisation des végétaux. C'est-à-dire comment on permet de développer le broyage et la réutilisation du broyat par les particuliers et les communes. Comment on accompagne la gestion de ces végétaux hors déchetterie. Et on aura l'occasion de se faire accompagner par le Collège des transitions écologiques et sociétales cette année et les prochaines années. Monsieur Marcheguet vous en fera une présentation un peu plus détaillée juste après.
On va aussi travailler sur les animations sensibilisées grâce aux animations. Donc on réfléchit à comment intégrer la thématique des déchets dans le programme des interventions en milieu scolaire que propose la communauté de communes aux écoles. Et une programmation d'animation sera mise en œuvre au mois de novembre prochain dans le cadre de la Semaine européenne pour la réduction des déchets. Concernant les co-exemplarités, donc on travaillera prochainement ensemble, donc, avec la commission et autres élus intéressés pour créer la charte d'engagement des communes. Et puis on travaillera aussi sur la sensibilisation de chacun. Et ensuite on travaille aussi sur les ateliers réparation. Aujourd'hui, tous les 3e samedis du mois, des ateliers pour apprendre à réparer sont mis en place par la Bulle d'Air à la déchetterie du Vingros. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de fédérer autour des projets, de créer la dynamique, d'où l'appel à dynamique collective, l'appel aussi à bénévoles si des personnes souhaitent s'engager. Pour toutes ces thématiques-là, personnes, structures associatives, collectivités, communes, voilà, donc il ne faut pas hésiter, on peut travailler ensemble, il y a beaucoup de choses à faire et c'est très intéressant, on peut mettre en place beaucoup de choses. Voilà, donc aujourd'hui on en est donc à la validation des délibérations pour une mise en œuvre pour les 6 prochaines années. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour pouvoir avancer sur ces thématiques-là. N'hésitez pas aussi à contacter le service ou à me contacter si vous avez des besoin d'accompagnement, besoin d'informations ou d'aide aussi pour des articles dans les bulletins municipaux pour communiquer, pour créer des supports, besoin de formation, ou voilà, tout ce qui concerne la réduction des déchets, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Merci. Merci beaucoup, Nina. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, Pierre, je te laisse terminer. Oui, ben, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Il y a eu quelques réactions. Hein. N'hésitez pas à les faire en public. Hein, parce que les déchets, c'est toujours sujet de beaucoup de débats. Hein. Mais on ne clora pas le débat ce soir non plus. Hein. On va en laisser pour la suite. Voilà. C'est vrai que ce soir, donc, ce qu'on vous propose, hein, je crois que je ne vais pas en rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est d'approuver ce plan local de prévention des déchets. Voilà, vous avez le détail dans votre annexe, hein, vous pouvez tout lire. Hein, voilà. Et puis, en effet, d'approuver le déploiement des actions prévues hein, à l'échelle du territoire. Et puis, bien sûr, d'autoriser la présidente hein, à signer toute pièce afférente à ce dossier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On en garde pour la suite? Voilà. Eh bien, écoutez, donc, qui est contre ce projet? Qui s'abstient? Bon, ben merci pour l'unanimité, pour cette délibération. Merci beaucoup pour cette délibération qui nous engage sur du long terme. Merci, Nina. Et on poursuit, et je passe la parole pour l'autre point à David, donc, qui nous parle de la transition énergétique et sociétale. Donc bonjour une belle... Merci, ben voilà, voilà, le teaser ça, a été fait, donc je vais poursuivre. Donc cette délibération vise une convention qui nous engage aux côtés du SIDEV, que vous connaissez, puisque lui est convaincu que la transition énergétique ne pourra s'opérer que dans le cadre d'une démarche de coopération la plus forte possible entre les acteurs locaux. Et puis le second signataire de cette convention, vous le connaissez peut-être sans doute un peu moins, il s'agit du Collège des transitions sociétales composé d'un collectif en fait d'acteurs. Je vais en citer quelques-uns: l'ADEME, le CRMA, la Chambre régionale d'agriculture, le CIVAM, Inedis, des universités, le Conseil régional des Pays de la Loire, des EPCI, Nantes Pétropole. Donc voilà, un vrai collège réuni sous forme associative. Et donc ce collège et le SIDEV visent à coordonner et animer un programme qui a une dimension régionale, vous l'avez compris, et qui est intitulé le programme TESS pour transition énergétique et sociétale. Alors le programme, ou en tout cas l'ambition de ce programme, il vise à accompagner les territoires sur des dynamiques de transition. Donc on est bien sur un concept, sur une méthodologie de travail pour se poser des questions: quelles pratiques de coopération sur le territoire, comment faire évoluer des modes de vie
sur des questions de transition, je parle bien de mode de vie, on n'est pas juste sur des modifications de notre quotidien, sur quelques éléments ponctuels, on est bien sur un changement en profondeur. Et donc ce collège des transitions sociétales, ce CTS, est un espace partenarial, vous l'avez compris, de réflexion et d'action centré sur comment faire ensemble pour préparer les territoires aux transitions sociétales, donc des grands enjeux par rapport aux situations actuelles et à venir. Et donc ces transitions sociétales, ou en tout cas ce collège, c'est une association partenariale qui s'articule autour de la formation pour les décideurs que nous sommes. Il y aura aussi des conférences, débats destinés au plus grand nombre d'entre nous, et puis c'est aussi avant tout des programmes d'action recherche. Donc on essaye aussi de regarder comment on peut tenter des choses pour les massifier par la suite, les améliorer. Donc on est encore sur des choses qui restent parfois expérimentales sur les territoires. Donc capitaliser, expérimenter, c'est aussi l'objectif de ce programme-là. Alors, vous avez compris qu'il faut se poser les questions collectivement, trouver les leviers pour faire évoluer nos pratiques, nos comportements, et avec l'ambition de pouvoir à terme, je le dis bien à terme, accompagner le changement de nos modes de vie. Donc voilà, on est vraiment sur ces concepts-là. Alors on est rendu au 3e programme. Le premier programme test, c'était 2015-2018. C'était plutôt une expérimentation. Le deuxième, c'était 2018-2021 avec un essai sur un territoire. Et puis on arrive au 3e programme, donc 2021 et 2024, où là on déploie ce programme à l'échelle régionale et avec le CIDEV comme référence sur le territoire vendéen. Et on essaye de trouver sur le territoire vendéen des thématiques qui se rapprochent des PCET. Donc voilà un petit peu la projection du 3e programme TES tel qu'il est proposé. À titre d'exemple, il y a d'autres EPCI qui se sont lancés dans ce programme. Je vais en citer 3. Donc il y a Boulogne-et-Vie, il y a Pays de Pouzauges et puis Grand Littoral qui ont déjà initié ce programme sur leur territoire. Donc on a rencontré ce collège et on a assez vite adhéré sur le principe. Et au-delà du principe, c'était de se dire, ben voilà, maintenant qu'on voit bien la méthodologie, comment on travaille tous ensemble pour faire évoluer nos pratiques, il fallait trouver une thématique qui puisse être la thématique cœur opérationnel de cette méthodologie de travail. Et on s'est dit que, et Nina l'a cité, les déchets verts seraient une thématique qui nous semblait la plus adaptée à la mise en place de cette pratique et de ce programme-là. Pour 3 raisons. La première, c'est que le travail est identifié comme axe majeur enfin en tout cas cette thématique, c'est un travail identifié comme un axe majeur dans le plan de prévention des déchets, comme vient de le citer Nina. Elle n'a pas cité de chiffres, mais sur les déchets verts, je crois que c'est passé de 175 kg à 55 d'ici 2030. Donc il y a un vrai enjeu, au-delà de l'enjeu financier, il y a aussi une vraie prise de conscience autour de cette thématique. Donc voilà, les questions qu'il faudra se poser, c'est comment on coopère tous ensemble pour y parvenir. Il y a aussi des initiatives qui sont déjà existantes à Saint-Hermine, l'île d'Elle, Nallier, donc aussi s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Et puis l'autre intérêt de travailler sur cette thématique, c'est qu'on va avoir plusieurs publics cibles, les agriculteurs, les paysagistes, les particuliers, les collectivités. Donc il nous a semblé essentiel ou important de se dire, ben voilà, la thématique déchets verts serait le support de ce programme TES. Alors concernant la convention, la convention elle est tripartite, vous l'avez compris. Nous, le comité territorial, le comité TES, pardon, et puis le CIDEV. Cette convention nous engagerait sur 3 ans, vous l'avez en annexe de la délibération. Et l'engagement, en tout cas, de la communauté de communes sur cette convention, il est de plusieurs ordres. Le premier, sur des moyens humains, puisque ça engage la participation de 2 agents de Sud-Vendée Littoral pour être formés à la méthodologie TES. Cette formation sera prise en charge pour partie par le CIDEV, mais a priori, on est en négociation et devrait être complètement prise en charge par le CIDEV et par le collège TES. Il y a quand même une prise en charge financière des frais des participants à hauteur de 2 000 € pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral par an.
Donc c'est bien des défraiements et logistiques par rapport aux tous les membres de l'équipe qui vont nous accompagner sur ce programme-là. Et voilà un petit peu en résumé ce qui vous est proposé dans le cadre de cette délibération. Est-ce que ça amène des remarques, des questions? On est bien sur un concept. Voilà, le principe, c'est de modifier nos modes de vie en profondeur. Dans les communautés de communes qui ont déjà eu affaire à ce projet-là, est-ce que tu as des réflexions et est-ce que tu as des retours? Non, on est tous en fait sur un engagement. Alors certains ont commencé il y a quelques mois, donc voilà, on est tous sur le même ligne de départ, on va dire. Voilà. Et en plus, c'est une méthodologie qui est vraiment afférente à chaque territoire, avec une thématique qui lui est propre et sans doute une organisation qui est propre aussi à chacun. Oui, on est encore, c'est vraiment, enfin, chacun, on avance tranquillement, chacun notre rythme. C'est de l'expérimentation. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est de pouvoir fédérer aussi les professions pour s'inscrire dans cette démarche, qu'elles nous suivent. Enfin, voilà, c'est aussi l'intérêt d'agréger les expériences qui sont intra- et extra-territoires, de fédérer les entreprises, quoi, les partenaires. Et si on va aussi au bout de la réflexion, c'est-à-dire que si cette méthodologie, on arrive à la concrétiser autour de cette thématique-là, ensuite, on pourrait s'appuyer sur cette première expérience, sur cette première thématique, pour aussi conduire avec un autre collectif, d'autres collectifs, des thématiques qui sont en lien notamment avec le PCVT. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Non? Je te laisse finir. Donc, je vous propose d'inscrire donc Sud-Vendée Littoral dans le cadre de cette dynamique TES vendéenne, de valider le projet de convention tel qu'il vous est proposé en annexe de la délibération et de permettre à la présidente de signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Qui est pour, pardon, qui est contre, qui s'oppose, donc qui s'abstient, pardon. Merci. Merci beaucoup, David. Et on poursuit. On revient vers Pierre pour un marché, une fourniture. Voilà, en effet, nous rentrons dans le vif du sujet pour la mise en place de la redevance incitative en 2026. Et ce soir, nous avons à délibérer sur 2 marchés. Et il est bon que vous sachiez que pour l'ensemble de ce projet, il y a 6 marchés qui sont en cours d'organisation. Donc ce soir, nous allons parler de l'enquête. Nous allons parler aussi des moyens de contrôle aux entrées de déchetterie. Il y en a 4 autres. Donc il y aura un marché sur les colonnes enterrées, semi-enterrées, les points d'apport volontaires. Il y aura un marché sur les bacs roulants aussi, bien sûr. Et puis un marché sur le logiciel de gestion. On y reviendra. Voilà. Et enfin, il y a un marché aussi plus spécifique sur des moyens d'identification des bacs pour les camions de collecte. Voilà, 6 marchés. Et je ne parle pas là d'un marché en cours aussi sur la communication, parce que vous imaginez qu'il va falloir communiquer de façon très créative dans ce domaine-là. Donc ce soir, je vous propose de regarder le premier marché qui nous est proposé, c'est celui d'une enquête, puisque pour relancer la redevance, autant actuellement avec la taxe, on laisse faire l'État, les impôts. Là, avec la redevance, c'est nous qui ferons des factures aux usagers, aux producteurs de déchets. Donc ça suppose de faire une enquête pour identifier au maximum tous les producteurs de déchets. Donc on a fait un marché, alors je vous passe le détail du cahier des charges. Il y a eu 3 candidats retenus avec toutes les conditions favorables. Alors, les noms ne vous diront probablement rien. Viacol, Contenure et ESE. Voilà. À l'arrivée, donc, voilà, c'est Viacol qui domine le lot de façon assez nette, à la fois au niveau financier, mais au niveau qualité technique également. Donc, si vous avez lu vos annexes, vous avez tous les détails de l'analyse des offres. On se fait aider dans ce chantier par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est assez pointu. Voilà. Et donc, voilà. Donc ce soir, si vous voulez, voilà. Excusez-moi, il ne faut pas que je prenne la bonne page. Voilà. Voilà.
on vous propose d'attribuer le marché concernant la réalisation d'une enquête en vue de constituer une base de données pour la redevance incitative, donc à l'entreprise Viacol qui est de Toulouse. Voilà, pour un montant de 690 000 € pour la tranche ferme. Alors, la tranche optionnelle 1, c'est pour éventuellement collecter les bacs, distribuer les bacs neufs. Et la tranche optionnelle 2, c'est pour, en effet, évacuer tous les vieux bacs, ou ceux qui ne pourront pas être pucés, parce que l'enjeu aussi, c'est de pucer tous les bacs, hein, pour identifier chacun. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, hein, parce que je peux vous mettre des détails, mais je ne suis pas sûr que ça soit très... hein, voilà. Et l'enquête donc, aura lieu, là on est en janvier encore, elle commencera cette année pour se prolonger l'année prochaine. On va tenir compte des résidences secondaires, enfin voilà, ça va être dans la durée. Voilà. On fera peut-être un peu comme le recensement d'ailleurs, il y aura une aide avec des inscriptions en ligne, hein, pour faciliter. Hein, ceux qui ont le recensement le savent aujourd'hui, ça se développe ça. Voilà. Après, on est aidé, hein, si on a un soutien, c'est de l'ADEME. Hein. Alors, financièrement, oui, voilà, il y a un soutien de l'ADEME, alors qu'on ne peut pas vous dire de façon claire aujourd'hui. Le dossier est en finition, le contact avec l'ADEME est bien établi et tout, hein, donc voilà. Oui, l'aide financière de l'ADEME, je ne vais pas mettre de chiffres parce que tant qu'on ne sait pas, hein, mais qui sera une aide quand même relativement importante, hein, voilà. Mais il faut le voir de façon globale. Ce n'est pas une aide uniquement sur ce marché-là, c'est sur l'ensemble des marchés. Oui, hein, tout à fait. voilà. Question? Bon, ça vous laisse sans voix. Qui est contre cette délibération, hein, ce marché? Voilà. Qui s'abstient? Bon, ben, merci pour votre unanimité. Hein. Alors, le deuxième marché, c'est, là, ça va être plus concret quelque part pour vous, pour tous ceux qui ont des déchetteries, mais pour tous, parce que tout le monde va en déchetterie, c'est de mettre des barrières ou des systèmes de contrôle. Donc, pour le moment, nous avons 11 déchetteries. Nous ne mettrons pas des barrières sur les 11, puisque vous savez, je pense, que compte tenu de l'évolution réglementaire, du vieillissement de nos déchetteries, nous devons passer à terme à 7 déchetteries. Voilà. Hein, et donc, ça ne va pas se faire en 2 ans, hein, ça va se faire en 7-8 ans environ. Hein, voilà, je le dis comme ça parce que ça va être le cas. Hein, voilà. Et donc, néanmoins, dès le 1er janvier 2024, on veut mettre des barrières d'accès parce qu'on voit bien qu'actuellement, notre grande communauté de communes récupère des déchets des territoires voisins, hein, qui sont tous déjà à la redevance et qui ont des systèmes de barriérage. Et donc, évidemment, il y a des gens qui profitent que chez nous, ça soit libre pour venir chez nous. Voilà. Hein, donc, alors là, par contre, il y avait plus de monde, hein, sur ce créneau-là. Voilà. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 6 firmes, il y en a 5 de retenues, vraiment. Alors, il y en a une qui domine le lot. Hein, c'est Net VLM, qui est basée à Paris. Alors, évidemment, il y avait des entreprises locales, mais bon, là, du coup, elle ne faisait pas le poids. Hein, on l'a regretté un peu en commission d'appel d'offres, mais c'est la réalité. Hein, oui, il y avait vraiment des gros écarts. Bon, voilà. Donc, c'est NetVLM qui domine le marché. Et donc, on vous propose d'attribuer ce marché concernant la fourniture et la maintenance d'un système de contrôle. Dans les annexes, d'ailleurs, vous verrez des photos des dispositifs qu'ils proposent. Hein. Alors, il y a 2 types de dispositifs. Des barrières pour les déchetteries dont on est sûr qu'elles vont durer. Voilà. Donc, il y aura un badge qui va être mis en place aussi pour que chacun puisse rentrer et pour qu'il soit reconnu, etc. Et puis, dans les déchetteries dont on ne sait pas ce qu'elles deviendront, on aurait un système de contrôle manuel, hein, mais par mobile. Hein, voilà. D'accord ? Voilà, par PDA, système PDA, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Hein, voilà. Hein, donc,
Voilà, 2 systèmes. Et dans tous les cas, il y aura un contrôle partout. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions autour de ça? Ça va? Donc c'est vrai que c'est une échéance assez proche, puisque là, le marché il va falloir mettre des barrières en place dans l'année pour qu'au 1er janvier 2024, ça soit effectif. Donc ça suppose aussi de mettre des badges. Donc les badges, d'ailleurs, nous aideront à avancer pour l'enquête. Parce que chacun va vouloir son badge, évidemment, pour aller en déchetterie. Donc ça va nous aider aussi à récupérer tous les producteurs de déchets. Voilà. Il n'y a pas de petits moyens pour permettre d'avancer. Questions? Remarques? Bon. Donc on vous propose d'attribuer ce marché concernant la fourniture et la maintenance d'un système de contrôle d'accès et de gestion des apports en déchetterie à l'entreprise Net VLM à Paris, donc pour un montant de 255 040 € hors taxe pour l'ensemble des années. Hein. Donc c'est un marché qui va s'étaler sur 6 ans en fait, hein, le temps que tout soit bien en place. Voilà. Et d'autoriser Madame la Présidente de signer ça, bien sûr. Voilà. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Merci beaucoup, Pierre. En effet, une première marche de franchie. Alors, je poursuis avec une vente de locaux de l'ancienne trésorerie à Saint-Hermine. Donc, en fait, des locaux qui étaient vacants depuis quelque temps. Monsieur et Madame se sont présentés. Alors, c'est pour une entreprise. Ils vont, dans le cadre d'un projet professionnel, en fait, ce seront des bureaux et des ateliers d'entreprises de peinture. Voilà, donc ils nous ont fait une offre au prix qui est cité, donc 83 000 €. On avait l'estimatif des domaines qui était à 70 000 €. Le bâtiment, l'ensemble fait 137 mètres carrés. Et donc voilà, il vous est proposé ce soir d'accepter de vendre à nos acquéreurs qui sollicitent, de constater préalablement la désaffection du domaine public de l'ensemble immobilier avec rue Flandre, Dunkerque à Saint-Hermine, située sur la parcelle, je ne vous dis pas tout ça, et de l'emprise foncière détachée de la parcelle aussi ZR 337, d'approuver son déclassement du domaine public intercommunal pour le faire entrer dans le domaine privé intercommunal et de céder le bien immobilier tel que défini. Donc à l'adresse 39 rue Flandre Dunkerque à Saint-Hermine. Vous avez les parcelles. Pour un prix de 83 000 €, étant précisé que les frais de géomètre, bornage et division, ainsi que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur, de m'autoriser à signer l'acte notarié ou tous les documents relatifs à la cession ou, cas échéant, à me faire représenter. Est-ce qu'il y a des observations ? Non, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Pas d'opposition, pas d'abstention. Parfait. Eh bien, on ira signer l'acte chez Monsieur le notaire. Et je continue avec Bruno. Ouais. Donc, c'est pour des ventes. Donc, la première, les 3 sont au même endroit, c'est à la Réorte, à Champ-Marotte, la zone d'activité économique qui s'appelle Champ-Marotte. Donc la première, c'est la ZH 125 qui va être vendue à la SARL Domotique, qui fait de l'installation domotique comme son nom l'indique, qui est actuellement située dans la même commune, mais qui a besoin de s'étendre dû à la société marchant très bien. Ils vont donc acheter 4703 mètres carrés. Ils vont faire dessus un bâtiment de 885 mètres carrés qui en fait aura 2 étages. On leur vend au prix de 17,50 € hors taxe le mètre carré, ce qui fait 82 302,50 hors taxe, sachant que les frais notariés sont à la charge de l'acquéreur. Il y a toujours les mêmes règles que l'on applique en ce moment pour l'acquéreur. Donc, il doit signer dans un délai de 12 mois à partir du moment où on a fait le vote. Il doit déposer le permis de construire dans les 12 mois suivant la signature du compromis et lancer les travaux de construction dans un délai de 18 mois suivant la signature de l'acte de vente. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de céder cette parcelle
H125 de 4703 mètres carrés à la société Domotique. Bien sûr, le compromis de vente aura les conditions suspensives que j'ai indiquées, de consentir la vente au prix de 17,50 € le mètre carré, d'autoriser Madame la Présidente à signer, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non. Je procède au vote. Quelqu'un est-il contre? Non. Abstention? Non. Merci. La suivante, c'est au même endroit, même punition, même motif, mais là, c'est la société Méridionale Vert, qui est spécialisée dans les travaux de création, d'aménagement et d'entretien de jardins. C'est 4329 mètres carrés. Eux, ils prévoient la construction de 2 bâtiments de 900 mètres carrés et de 600 mètres carrés. Le prix est bien évidemment le même, 17,50 € le mètre carré, ce qui fait 75 757,50 hors taxe. Il y a exactement les mêmes conditions suspensives que je vous ai indiquées pour la précédente signature. Donc ce qui est proposé, c'est de céder cette parcelle de 4329 mètres carrés dans la zone d'activité de Champ-Marotte au prix de 17,50 €, d'autoriser Madame la Présidente à signer le compromis et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Pas plus de questions? Non? On procède au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non? Merci. La troisième, même endroit, mais cette fois-ci c'est Potier Immo. C'est 4003 mètres carrés. C'est une société qui est spécialisée dans la vente de gravier, de décoration, galets, ardoises, pavés, d'ailleurs qui travaille beaucoup avec l'entreprise que j'ai citée précédemment. Ils vont construire, eux, un bâtiment de 350 mètres carrés et puis de créer une mini-centrale à béton. Le prix est le même, 17,50 € hors taxe le mètre carré. Donc le total, c'est un montant de 70 052,50 €. Même conditions suspensives que les deux précédentes. Et donc, ce qui est proposé, c'est de céder la parcelle de 4003 mètres carrés, au prix de 17,50 €, d'autoriser Madame la Présidente à signer le compromis de vente, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Des questions? Non. Le vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Et voilà. Merci beaucoup, Magali. Un projet qui aboutit, c'est bien. Depuis 2015, je te l'accorde. Oui, non, c'était important juste pour vous. Ce sont des entreprises. Oui, bah, c'est très bien. Mais non, mais c'est vrai que c'est l'aboutissement d'un long travail, parce qu'on est vraiment sur des entreprises qui sont déjà implantées sur le territoire, sur ces communes, voilà, qui étaient en demande. Voilà, ça a pris du temps, il y avait l'acquisition, mais voilà, je suis vraiment très beau projet qui aboutit. Il nous reste une parcelle. En plus, sont de très belles entreprises, tu as raison. Et puis, il nous reste une parcelle. Voilà. Non, mais voilà, c'est vraiment... Je suis très contente qu'on ait abouti. On change de sujet et je passe la parole à Philippe. Donc on va aborder un sujet consensuel, les gens du voyage. Juste avant de commencer, par rapport à l'ère de grand passage, ce que vous allez voir, en fait, finalement, là, ce soir, on arrive à une proposition. Il y a 3 conditions. Il y a déjà la première condition, c'est de trouver un terrain où c'est possible de faire cette aire de grand passage. La deuxième condition, c'est de trouver une municipalité, un maire et son équipe qui soient d'accord. Et ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans, que j'ai cette délégation là des gens du voyage. Et s'il y a une personne que je veux vraiment remercier ce soir, c'est le maire de Luçon, Dominique Bonin. Parce que j'ai commencé là sur un ton ironique, mais c'est loin d'être un sujet simple.
Et sincèrement, sans Dominique, ce soir, on n'aurait toujours pas de solution. Et les uns les autres, vous avez été quand même un certain nombre à être confrontés à la problématique des gens du voyage. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir d'aire de grand passage, on n'est pas dans la légalité, je vais y revenir après dans l'historique. Et donc, du coup, pour agir, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que c'est important qu'on ait bien ça tous en tête, là. C'est-à-dire que Luçon, en l'occurrence, joue pleinement son rôle de ville centrale. Mais en même temps, il n'y a rien qui oblige Luçon à accepter d'avoir cette aire de grand passage. Donc je me permets de commencer par ça parce que je pense que c'est important. Parce qu'il ne s'agit pas de s'en rappeler que ce soir, il s'agit de s'en rappeler aussi pour la suite. Voilà. Et puis la troisième condition, parce que je suis arrêté à 2 conditions, j'ai dit qu'il y en avait 3, il faut qu'il y ait un vendeur aussi. Ça peut paraître évident, mais il faut qu'il y ait un vendeur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le terrain à la municipalité. Si la personne en face ne veut pas vendre, ça ne marche pas, en fait, tout simplement. Donc je reviens sur la législation et puis un petit peu l'historique, parce que comment on en arrive finalement à cette proposition ce soir. Donc il y a la loi du 5 juillet 2000, finalement, qui cadre tout ça à l'échelle départementale. Il y a un schéma d'accueil des gens du voyage qui vise à répondre aux besoins d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Brigitte, tu pourras en parler. C'est vrai que là, à chaque fois, on se fait remonter les bretelles parce qu'on n'a pas cette aire de grand passage. Avec 2 problématiques. L'aire permanente, donc d'accueil, donc qui existe déjà, et une aire ensuite de grand passage. Alors comme j'ai dit, Sud Vendée Littoral est régulièrement impacté par le stationnement de groupes de voyageurs au titre des grands passages. La dernière commune en date, là, où il y a eu pas mal de caravanes, c'est à Léroux. Voilà. Pour commencer l'année, c'est parfois compliqué. Et cette aire de grand passage, elle doit respecter différentes caractéristiques. Elle doit faire une superficie d'au moins 4 hectares. Après, on a un territoire. C'est la première condition, là, dont je parlais tout à l'heure, le terrain. Savoir si c'est possible, finalement. On a un Sud-Vendée Littoral est très impacté par des plans de prévention des risques littoraux et inondations qui contraignent donc énormément le foncier disponible pour la mise en œuvre de ce type d'équipement. Et donc, je reviens à l'historique. Donc, j'ai pris la suite de Pierre, qui avait déjà fait un gros travail d'inventaire sur Sud-Vendée Littoral. Je me revois à Sainte-Gemme pour déjà que tu me présentes la cartographie et justement toutes les problématiques que ça posait. La rencontre aussi avec différents élus du littoral pour essayer de voir quand même si c'était possible. Donc lorsque vous êtes une commune et que vous avez un foncier qui est quand même limité à 4 hectares ou 5 hectares, vous avez envie aussi de faire des lotissements. Donc il y a toutes ces problématiques-là. Vous avez toutes les problématiques liées, comme je l'ai dit, aux risques et aux inondations. Et donc du coup, lorsque vous prenez la cartographie, au final, pour faire simple, vous avez tout le sud de la communauté de communes où c'est quasiment impossible de mettre l'aire de grand passage. J'en profite aussi pour saluer le travail qui a été opéré avec Sandrine Mousset, Aurélie Remenou, des services, parce qu'on a fait un gros travail là, aussi d'inventaire. On a aussi fait un travail aussi d'inventaire avec Francis Vrignot, conseiller municipal de Luçon, pour essayer de trouver des terrains où c'était possible. Donc ça en a fait au moins 4-5 réunions. Voilà. Et donc au final, on n'avait pas de solution. Voilà. Et vous aviez toujours vos problèmes. Et derrière, on a travaillé donc avec Vendée Expansion, avec Monsieur Muche, et travail aussi, essayer de voir ce qui était possible de faire sur Luçon, pour essayer de définir une zone. Et donc, on en est arrivé à la zone où le terrain se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. C'est un travail qui a été commencé par Pierre. C'est un travail qui a été fait aussi
au fur et à mesure depuis 2 ans. Et puis derrière, il y a aussi eu l'implication de M. Perrin, donc directeur général du service, et puis notre présidente, Brigitte Hibert. Parce que ce n'est pas un sujet qui a été pris à la légère. Parce qu'on ne peut pas réussir à se décornériser finalement d'une situation extrêmement compliquée sans qu'il y ait l'implication finalement à la fois des services, de la présidente, et donc du coup, derrière, arriver à cette solution. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Parce qu'autrement, si on n'a pas l'historique, on ne comprend pas comment on en arrive ce soir à la présentation de ce terrain. Et donc du coup, on en arrive à la ville de Luçon. Et on vous propose de faire l'acquisition de la parcelle mitoyenne de l'aire permanente actuelle de Luçon afin d'y aménager la future aire de grand passage. Je ne sais pas si vous avez regardé les annexes. Donc vous avez l'aire permanente et les 5 hectares se trouvent juste à côté. C'est-à-dire, alors 5 hectares, je vous ai dit, il faut au moins que ça fasse 4 hectares. Alors pourquoi? C'est pour clairement délimiter les 2 parcelles par un merlon. Voilà, pour qu'on distingue bien l'aire permanente de l'aire de grand passage. Parce que là, c'est pareil, parfois, il y a un mélange, mais c'est 2 choses différentes qui ne répondent pas du tout aux mêmes besoins. Et donc, on en arrive à une acquisition d'une emprise foncière, en tout cas une proposition d'acquisition d'une emprise foncière d'environ 5 hectares, à détacher de la parcelle cadastrée, donc section ZR numéro 18-6, l'Alouette, sur la commune de Luçon. Donc, on a la SCI immobilière, donc Guéget. La vente donc, est proposée au prix de 45 000 €, avec une indemnisation d'exploitant agricole, donc M. Jean Coulet, à hauteur de 205 000 €. Et donc je vais rentrer un petit peu dans le détail aussi de cette indemnisation. Donc une indemnité en fonction de la marge brute de l'exploitant, donc de 120 250 €. Une indemnité pour fumure et arrière-fumure, donc de 10 858 €. Indemnité pour perte de DPB de 11 600 €. Une indemnité pour démontage du pivot existant et de la reconstitution de la canalisation, 20 000 €. Et la participation forfaitaire exceptionnelle pour l'adaptation du système d'irrigation de 42 250 €. L'idée est d'apporter une participation financière permettant à l'exploitant d'adapter son système d'irrigation aux 11 hectares, restant suite à la perte des 5 hectares irrigués. Ça, c'est la 3e condition que j'ai évoquée tout au début, là, quand j'ai commencé. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut qu'il y ait un vendeur. Il faut qu'il y ait une négociation. S'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'achat. Et donc, s'il n'y a pas ces 3 conditions, on n'est pas là ce soir à proposer cette délibération. Et donc, il y a une promesse de vente qui a été signée donc, à cet effet le 5 janvier 2023, donc, par M. Guéget Rémy et Mme Guéget Denise, et un protocole d'accord le 5 janvier 2023 avec M. Jean Coulet. Donc, en fait, ce soir, il faut qu'on se positionne pour acquérir ou pas donc, ce terrain au prix de 45 000 €. Pour savoir si on est d'accord pour l'indemnité de 205 000 € à M. Jean Coulet, et donc d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte notarié et tous les documents relatifs à cette acquisition. Et je terminerai, je le redis, je remercie la commune de Luçon. Si Brigitte, tu veux compléter. Non, ben, ça t'a été très très clair. En effet, c'est avoir une commune d'accueil, c'est quand même, ça soulage quand on peut travailler avec le maire de la commune dans un excellent état d'esprit et voilà, et avec la même volonté d'avancer. Enfin, toi et ton équipe, et surtout cette idée d'avancer et de sortir d'une situation extrêmement difficile. Il faut savoir que là, on est vraiment limite, au niveau de la législation, il nous faut cette ère le plus rapidement possible. Comme disait Nicolas, ça fait 10 ans qu'on en parle. Ça fait 10 ans qu'on se heurte à des difficultés, en effet, très bien dit par Philippe, sur le littoral, entre les PPRL, etc. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de terrain. Donc voilà, donc est-ce qu'il y a des questions surtout pour ce soir? Oui, Joël. Si. Ah bon. Philippe, tu parlais tout à l'heure donc les 4 hectares, les 5 hectares, 120 000 €, donc la première. Oui. L'indemnité d'éviction. Elle a été calculée comment cette indemnité d'éviction? Tu veux répondre, Brigitte, ou je le fais?
Elle a été calculée sur la marge brute retenue sur la rentabilité de la parcelle. Parce qu'une prime d'éviction, c'est calculé, on prend les 5 dernières années, on enlève la meilleure, on enlève la moins bonne, on fait une moyenne des 3, qui est multipliée par un coefficient que la Chambre d'agriculture régionale sort tous les ans. Je trouve élevée cette prime d'éviction de base. Il y a une rentabilité qui était importante. On est parti sur la rentabilité. On a déduit aussi les frais. Enfin, c'est vraiment la marge brute. On est travaillé sur la marge brute en fonction d'une rentabilité importante sur cette parcelle. Alors, 120 000 euros, c'est énorme. Hein. Enfin bon, voilà. Oui, de toute façon. Après, le reste, je ne discute pas, mais dans la légalité, je ne pense pas que ce soit... s'il y a un contrôle de légalité concernant une prime d'éviction à ce tarif-là, pour moi, c'est élevé. Je pense aussi que le propriétaire en question, ou l'agriculteur, c'est exactement ça, il a pu venir changer. Voilà. J'en mets pas en cause. Non, je sais bien. Mais moi non plus, je ne remets pas en cause le calcul. Non, mais tu t'interroges, c'est normal. Il est très élevé. Hein. Oui, j'expliquerai après. Ah oui. Ça acquiert déjà au moins le matériel d'irrigation dans ce prix-là. Ça nous donne une indemnité. En fait, c'est pas le même. Le propriétaire. Excuse-moi, Jo, le propriétaire n'est pas l'exploitant. Non, mais justement, donc, voilà. en plus, il faut que c'est un fermier en place, qui a une durée de bail. Normalement, l'indemnité d'éviction, comme les TPU, sont calculées sur la reste du bail en cours, et non sur une période indéfinie. Puisque si je comprends bien, il lui reste à peu près 10 ans à faire. Donc si l'exploitant avait encore 20 ans, on en mettait encore pour 20 ans. Dans notre secteur à nous, ça ne se passera pas. Alors je ne remets pas en cause une nouvelle fois le projet. On a besoin de terrain pour l'accueil des gens du voyage, c'est pas le souci. C'est plutôt la partie indemnisation que je trouve comme Joël extrêmement élevée. Il a vu le lapin se soulever, il a tiré dans le fond, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Je trouve que économiquement pour la Comcom, c'est très élevé et très honnête. C'est ma réaction. Alors, après, juste par rapport au volet économique, ceux qui font partie de la... Et puis même les élus, hein, les réparations qu'on a pu avoir ou les indemnisations qu'on a pu avoir ici ou là par rapport à des dégradations pour les gens du voyage, on dépasse largement l'indemnisation. Non, c'est juste pour le... Mais après, tu as raison, je veux dire, sur le principe. Mais c'est juste sur le volet économique. Si on met en perspective, par rapport à l'aire permanente, ne serait-ce que l'aire permanente, je pense qu'on rentre dans nos frais largement. C'est juste une question pour être sur la délibération du prix à l'hectare sur les années à venir dans d'autres secteurs. Mais après, on est dans un contexte très particulier là. Oui, en fait, donc, Jo, on l'a entendu, hein, Jo, en effet, on l'a entendu. Hein, alors, parce que ça ne s'est pas travaillé tout seul, évidemment. On a essayé de se faire accompagner par des professionnels, parce que, évidemment, que nous, des barèmes, on ne les a pas, enfin, etc. Il y a les marges brutes, on ne sait pas les calculer. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. On est sur le prix au propriétaire. Alors, on a travaillé avec des fourchettes. Hein, on est sur la fourchette très haute. Voilà. On sait qu'on est dans le cadre, mais par contre, là où tu as entièrement raison, on est sur la fourchette très haute, on est sur une terre irriguée, très productive, etc. Donc on est sur la fourchette haute, ça on l'a entendu. Non, je te parle, pardon, j'étais sur les 45 000, excuse-moi. J'étais sur les 45 000, ouais. Non. Si on fait le ratio de la marge à l'hectare, c'est quand même 24 000 euros. Je ne sais pas ce qu'ils produisent dans les terrains. Alors, non, mais parce qu'on est sur une durée, c'est la durée d'indemnisation. Sur 10 ans, ça paraît cohérent. C'est ça le problème, c'est que c'est sur 10 ans, mais c'est cohérent. Et après, moi je dirais, si on ramène au prix au mètre carré, c'est 5 € le mètre carré, c'est nos prix d'achat de terrain à construire, enfin agricole, mais à construire. Et moi je remercie monsieur le maire de Luçon d'accepter l'aire de grand passage, parce qu'on n'est pas tous capables et tous volontaires pour le faire. Bon, effectivement, c'est peut-être une valeur haute, mais qui n'est pas déconnante. Mais en fait, on est sur 10 ans. En fait, la difficulté sur le calcul, c'est qu'on est sur 10 ans, quoi. Et c'est, enfin... Ouais. Oui. Mais... Moi, j'ai pas de questions. Pareil, je remercie, puis Jean-Michel s'associe à moi, j'en suis absolument certain. Je remercie vraiment Luçon, le maire et l'équipe municipale et la communauté de communes, parce que nous, ça fait, enfin, sur le littoral, c'est
tous les ans, c'est 2 mois par an, c'est 200 à 250 caravanes qui arrivent. Enfin, économiquement, c'est extrêmement violent. Donc, sincèrement, merci. Et c'est vrai que entre les enjeux et je vois, hein, c'est acheté de très élevé. Pour autant, ça ne fera pas un prix de marché, parce que qui reviendra, même si ce n'est pas une référence, qui va revenir acheter à ce prix-là pour faire, à moins qu'on décide demain d'avoir beaucoup de gens du voyage qui achètent plus, je n'imagine pas qu'un agriculteur demain prenne ça en référence. Enfin, ils sont censés, les agriculteurs. Oui, mais, le prix du marché, tout à l'heure, Philippe disait un truc très juste, il faut un vendeur et un acheteur. Donc ils pourront toujours mettre ce prix-là, ça m'étonnerait que pour l'agriculteur, il y ait des gens qui l'achètent à ce prix-là. On sait que c'est une véritable problématique. Et Jo, en effet, quand tu dis il y a un acheteur, un vendeur, en effet, on est parti sur le terrain, sur une fourchette haute. Sur l'indemnisation, c'est le fait d'être parti sur 10 ans. On le sait bien, on en a conscience. Par contre, comme dit Antoine, on n'est pas déconnecté de la réalité quand on le ramène à 4 ans, si on le ramène, etc. On est sur le marché réel. Voilà, ce montant-là, il est lié aux 10 années. Et on répond en effet à une véritable problématique de territoire qui impacte de nombreuses communes, pas seulement les communes littorales durant l'été, c'est aussi rétro-littoral quand même qui accueille cette population qui a le droit de stationner sans aucune difficulté. Voilà. Après, honnêtement, ce soir, quand je suis arrivé, je ne pensais pas une seule seconde en présentant cette délibération qu'il n'y aurait pas un agriculteur qui prenne la parole. Voilà. Mais comme je fais appel au bon sens du monde agricole, je vais commencer par ça, on trouvera un consensus pour le vote. Philippe, tu as bien amené les choses, vraiment très bien. Non, mais tu as raison, Jo, c'est complètement légitime. Ouais. Dominique, oui. Oui, juste dire un mot, c'est qu'effectivement, on s'est inscrit dans cette démarche depuis de nombreuses années, déjà avec Pierre, hein, et c'est vrai que moi, sur Luçon, je ne savais pas qu'il y avait forcément des terrains, c'était bien évidemment du ressort de la communauté de communes, parce que c'est elle qui a la compétence donc de trouver effectivement cette aire d'accueil qui va maintenant pouvoir recevoir enfin des grands passages. Moi, à travers ça, il y a plusieurs choses que je voyais. C'était surtout la sécurité des maires, parce que quand on voit ce qu'a subi Laurent depuis plusieurs années, et ce que subissent les maires en permanence, quelque part, si demain il y a un maire qui malheureusement était tué, parce que ça pas jusque-là, je prends des exemples, on en a eu combien moi, je me suis retrouvé avec 40 gros bras autour de moi il y a 4 ans en arrière, quoi, sur le champ de course de Luçon. Et les mecs, ils sont prêts à te rentrer dedans, je veux dire. Donc là, c'est pas possible de subir ce genre de choses. Et les gendarmes sont à côté. Les gendarmes sont à 3 mètres, ils n'interviennent pas. Parce qu'ils ont l'ordre de ne pas intervenir. Du fait qu'on n'a pas d'aire de grand passage, parce que on est la seule communauté de communes de Vendée à ne pas en avoir eu. Alors moi, bien évidemment, on s'en félicite. Surtout, bon, c'est vrai qu'on a l'avantage, on en a parlé tout à l'heure avec Evelyne quand on est venu, c'est que nous, on a une police municipale. Alors après, c'est un avantage ou un inconvénient, parce que dans ce cadre-là, c'est sûr, c'est encore la police municipale qui portera, bien sûr, les nuisances qui pourraient être causées. Mais pour autant, les heures de grand passage ne causent pas de nuisances en général. Ils sont là pour faire notre job, et puis après, ils s'en vont. Donc là, ils sont derrière la rocade, ils sont dans un endroit qui sera hors Luçon, près de Luçon et hors Luçon. Ils prendront les grands axes. Les épouses iront à la plage comme elles font tous les jours, et pendant ce temps, les hommes iront travailler, et ou faire autre chose, je ne sais pas ce qu'ils font. Hein. Bref, peu importe. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on avait tout à y gagner. On va enfin avoir une aire de grand passage. On sera plus critiqué par les autres communautés de communes de Vendée, ni par le préfet. Maintenant, par contre, il faut qu'on soit tous unis derrière cette décision. Puis voilà, c'est tout. Donc Merci beaucoup. Attends, est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, Nathalie. Vas-y, Nathalie. Faut attendre un petit peu.
Après, si, je le redis, s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu Brigitte, la présidente, ça ne serait pas débloqué. Voilà, c'est un travail collectif. Voilà, c'est un travail collectif, en sachant que si si on passe cette étape, qui est importante, on peut espérer une ouverture pour l'été. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, juste rajouter, en fait, ces décisions, elles sont pas innocentes, hein. Moi, j'invite, il y a des élus qui pourraient critiquer cette décision, mais je les invite à faire une formation, elle dure 3 jours, hein, sur ce que sont que les gens du voyage, comment ils fonctionnent, et à partir de là, après, on change la vie, quoi, hein. Alors, bien évidemment, il y a des incidents, hein, mais faites cette formation, parce que je ne sais pas si ça a toujours lieu, mais c'est vrai que le regard, il est différent, et puis je pense qu'on peut, effectivement, on peut faire en sorte que les accueils que nous aurons se feront dans une bonne entente. Maintenant, de toute façon, ils seront obligatoires pour eux, les concernant, en tout cas. Ah oui, non, et puis c'est vrai qu'on a... c'est encadré. Sans la crainte du comportement des gens du voyage, moi à Chailly-les-Marais, le parking du Prévert, j'ai tremblé 3 fois cet été par des arrêts de caravanes momentanés. Mais s'ils s'installent dans notre village, ils bloquent toute la vie du village. Donc c'est tout un ensemble, hein. Je dirais, c'est pour la peur de les accueillir, hein. On bloque tout. Donc c'est pas simple, hein. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Philippe mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Vous voyez, c'est un sujet consensuel, en fait, finalement. Je vous remercie. Merci beaucoup, mais vraiment pour le territoire, et puis merci à la ville de Luçon. À qui je passe la parole, d'ailleurs? Dominique, c'est à toi. Oui, bon, là, c'est toujours les mêmes types de délibérations qu'on prend traditionnellement concernant. Donc, c'est la 10e délibération, c'est la passation d'une convention d'études entre l'établissement public foncier de la Vendée, la commune de Mareuil sur les Dissay et la communauté de communes. En fait, ça concerne donc la commune, bien sûr, de Mareuil sur les Dissay, qui a sollicité donc l'EPF pour une mission d'études sur le secteur de l'îlot du Moulin Fleuri. Le périmètre d'intervention de ce projet porte sur une superficie d'environ 10 774 mètres carrés, oui. Et les parcelles sont cadastrées, donc elles sont situées en zone UB et dans le cadre du PLU. Et la durée de la convention que nous allons prendre ce soir, si vous le souhaitez, est fixée à 18 mois à compter de la date de la signature. Donc ce programme, c'est en vue de la réalisation d'un programme d'habitat, notamment à destination des seniors. Voilà, donc on nous demande de valider la convention d'études avec l'établissement public foncier de la Vendée pour réaliser ce projet donc sur l'îlot du Moulin Fleuri à Mareuil-sur-les-Dissay et d'autoriser la présidente à passer et à signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire. Je ne sais pas si Vincent, tu veux rajouter quelque chose? Non. Oui, tu as un micro qui marche. Juste pour préciser que c'est un projet d'habitat inclusif, intergénérationnel, qui serait en lien avec en fait l'EHPAD qui est situé juste à côté. Donc l'idée, ce serait de mutualiser éventuellement des services. C'est un des projets qui découle de notre étude Petite Ville de demain. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. La 11e délibération, donc c'est encore une passation de convention, là cette fois avec l'EPF et puis la commune de Saint-Hermine et bien sûr la communauté de communes. Donc la commune de Saint-Hermine a sollicité l'intervention de l'EPF sur 2 îlots qui sont situés le long de la route départementale qui assure la desserte de la commune. Le périmètre d'intervention du projet, la convention porte sur une superficie totale de 20 682 mètres carrés, donc sur les 2 îlots. L'îlot des Hougnettes, constitué de terrains nus situés au nord du centre-bourg, à proximité du cabinet médical et du centre commercial, sur une superficie d'environ 13 682 mètres carrés. Et l'îlot du fief du Magny, situé au sud, par contre, constitué de terrains nus au sein du quartier d'habitation proche des équipements que vous connaissez, la piscine, le collège, la salle de sport, et là sur une superficie d'environ 7 000 mètres carrés. Donc les parcelles sont classées en zone 1AU, UB et au PLUI de la commune. Et la présente convention, bien sûr, vise à définir les engagements que prennent la commune de Saint-Hermine, la communauté de communes et l'EPF en vue de réaliser ce projet urbain et de préciser les modalités d'intervention donc de l'EPF sur ce dossier. Donc on vous demande de valider la convention d'études public foncier de la Vendée et d'autoriser la présidente à passer et à signer toutes pièces nécessaires à cette affaire.
le maire de Mareuil, de Saint-Hermine, veut-il prendre la parole, Philippe? Je sais pas. C'est quelque chose qui est très très important pour la commune de Saint-Hermine. Il va y avoir beaucoup de création d'emplois sur le Vendéopole, mais il faut pouvoir loger les futurs salariés. Et aujourd'hui, là sur Saint-Hermine, il reste quasiment plus aucune parcelle à vendre. Le lotissement dont les parcelles ont été mises en vente il y a 2 ans, il reste quasiment plus rien. Donc on est dans une situation extrêmement tendue. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important. Donc merci encore aussi à Bruno pour tout le travail qu'il fait pour le Vendéopole. Voilà. Petite remarque, rien à voir, mais on a besoin d'un train aussi pour alimenter le Vendéopole. Je pense que là tu t'adresses au conseil régional, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc j'ai entendu. Et avec Yveline. Voilà. Ah non, les 2 conseillers régionaux, je me permets. Hein. Je suis galant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Bon, je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le 12e point, c'est le retrait de la délégation d'exercice du droit de préemption urbain à la commune de Chanay, cette fois avec le secteur d'intervention, donc pour l'EPF. Donc là, c'est un retrait de délégation. Donc c'est vrai que la commune de Chanay a engagé une réflexion sur le centre-bourg après une période de veille foncière, et elle a sollicité les compétences et les moyens de l'EPF afin d'assurer la maîtrise foncière du dit secteur sur lequel une étude de faisabilité a été réalisée. Donc une convention tripartite a été passée entre la commune de Chanay, l'établissement public foncier de la Vendée et la communauté de communes. Elle vient ainsi poursuivre le travail de veille ainsi engagé. Cette convention permet à l'EPF de la Vendée d'engager les négociations foncières avec le propriétaire et de mettre en œuvre éventuellement des futurs travaux de déconstruction. Le périmètre opérationnel se situe dans le centre-bourg de Chanay, entre les rues Georges Clémenceau et la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, et sur une superficie d'environ 6748 mètres carrés. Donc on vous propose de retirer préalablement la délégation attribuée à la commune de Chanay en matière de droit de préemption urbain sur le secteur visé par la convention d'action foncière signée avec l'établissement public de la Vendée. Et ce pour la durée de la convention, éventuellement prorogée par avenant. Avez-vous des remarques, Gérard? Peut-être une précision? Complètement. Voilà, merci. Donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Donc, et la 13e délibération, effectivement, là, c'est la délégation partielle du droit de préemption urbain, donc pour l'établissement public foncier de la Vendée, sur la commune de Chanay, sur le secteur visé. Donc, en fait, on est sur la même chose, sauf que cette fois, on demande à la présidente donc, de déléguer l'exercice du droit de préemption urbain à l'EPF de la Vendée, sur le secteur donc, visé par l'action foncière sur la commune de Chanay. Avez-vous des remarques, des suggestions? Non. Très bien, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons avec l'adhésion au groupe assurance qui est proposé par la Confédération musicale de France. Donc cette confédération, elle permet de pouvoir prétendre à la participation au contrat groupe pour des produits d'assurance qu'elle négocie et souscrire à des garanties de prise en charge des dommages causés aux instruments de musique. En général, il y a des tarifs plutôt avantageux puisqu'on est sur une économie d'échelle. C'est tout l'enjeu de ces contrats. À savoir que c'est un contrat qu'on a déjà souscrit depuis l'année 2022. Toute l'année 2022, on y était. Et on avait à l'époque retenu les garanties suivantes: la responsabilité civile, l'option A pour la garantie individuelle d'accident des membres de l'école de musique intercommunale au titre des garanties obligatoires, et uniquement l'option C de la garantie pour les dommages aux instruments de musique au titre des garanties facultatives. Et à cela venait s'ajouter la contribution au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions. Alors, je ne vais pas tout vous lire, bien sûr. Je ne vais pas vous détailler non plus les montants, puisque vous les aviez sur le corps du dossier. Nous, la proposition, elle est simple, c'est de maintenir le même niveau d'assurance que ce que nous avions en 2022, sachant qu'il y a très très peu de variations de tarifs. J'ose presque dire, ça a fait l'affaire, enfin ça a convenu sur 2022. Tout simplement, c'est de reproduire la même chose sur 2023. Voilà, ça nous conduirait à un montant de 845,40 €
au lieu de 825,40 €, soit un petit delta de 20 €. Donc du coup, je vous propose d'approuver la souscription au contrat groupe pour l'année 2023 proposé par la Confédération musicale de France dans les conditions ci-avant exposées, de m'autoriser donc à signer le dit contrat ainsi que tous les documents qui sont afférents et d'inscrire les dépenses correspondantes. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Non, très bien, donc je mets à vos voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, on passe sur la modification du tableau des emplois. Donc ça, vous l'aviez aussi dans le corps du document, avec le recrutement d'un gestionnaire de marché public, la démission d'un agent d'animation principale première classe, pérenniser un poste au niveau d'un ALSH à Saint-Hermine et Maison de l'Enfance. Et puis, il y en avait un quatrième, je crois, qui était de pérenniser aussi un poste d'auxiliaire de périculture à la Maison de l'Enfance Saint-Hermine. Les postes sont prévus au budget prévisionnel RH 2023. Donc, il vous est proposé d'autoriser les créations et suppressions proposées ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs actualisés, et puis de m'autoriser à signer les documents. Y a-t-il des questions? Non, je me vois des voix contre, des abstentions. Je vous remercie. Je poursuis donc avec l'adhésion au Fonds départemental d'action sociale pour la régie d'assainissement non collectif, assainissement collectif du parc d'activités Vendée Atlantique. C'est ce qu'on avait vu sur le précédent conseil communautaire de mémoire. Donc voilà, il vous est proposé d'adhérer au Fonds départemental d'action sociale qu'on connaît dans nos communes, d'accepter le versement d'une cotisation employeur chaque année correspondant à un forfait annuel par employé actif adhérent et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Pas de questions? C'est formel, hein. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Non. Des abstentions? Je vous remercie. On revient sur l'aménagement de l'aire de grand passage, des gens du voyage, mais cette fois avec la demande de DETR. Donc bon, voilà, je ne vais pas refaire l'historique. On a délibéré sur des montants. Et puis ensuite, il y a l'acquisition, des travaux et de la maîtrise d'œuvre qui sont pour un montant de 329 000 €. La proposition, c'est d'aller solliciter un soutien de l'État dans le cadre de la DETR pour un montant de 164 500 €. Et puis qui nous ferait un autofinancement pour nous de 164 500 €. On demanderait 50%. Donc il vous est proposé d'approuver le plan de financement pour la mise en œuvre de l'opération d'aménagement d'une aire de grand passage pour les gens du voyage, de m'autoriser à déposer le dossier de demande d'aide au titre de la DETR 2023 et à signer évidemment toutes les pièces afférentes au dossier. Y a-t-il des questions? Non. Pour demander une subvention, c'est toujours plus facile. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. On reste sur le même registre. On en a deux autres comme ceci. Cette fois, c'est pour le centre technique intercommunal. Juste là, un petit historique. Il faut savoir qu'au niveau des services techniques, on est répartis aujourd'hui sur 3 entités, Saint-Hermine, Saint-Michel et Luçon. Donc ça génère quand même des difficultés d'organisation, des frais de déplacement. Et puis aussi pour nos agents, ce sentiment d'appartenance. En fait, ils ne se croisent jamais. Hein, ils vont sur leur site d'embauche, ils font leur mission, ils débauchent. Voilà. Donc on sait très bien que c'est important. Enfin, on l'entend, ce sentiment d'appartenance, travail en équipe, pouvoir se fédérer, s'épauler aussi. Donc, il était nécessaire, enfin, il semblait nécessaire, et on avait déjà échangé à ce niveau-là, d'avoir un lieu unique. Et c'est dans ce but-là qu'on avait acquis la parcelle Sébastopol, c'est ça, hein, sur Sébastopol, ou Jean Hiver, c'est ça, au Jean Hiver. Voilà, donc les objectifs dans ce projet, vous les aviez aussi sur le document, c'est de répondre à nos obligations d'hygiène et de sécurité, de centraliser l'ensemble des services techniques et gestion des déchets, de bénéficier d'un outil de travail pour la mise en œuvre du plan déchets, notamment la tarification incitative, bénéficier d'un espace de stockage pour les différents services communautaires. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est un petit peu éparpillé, et de sécuriser le stockage des denrées informatiques via la réplication du stockage serveur du siège au sein du centre technique. Vous aviez donc le plan de financement avec un montant de travaux d'1 765 000, maîtrise d'œuvre à 132 375, une acquisition
à 562 000, ce qui nous faisait un total hors taxe de 2 459 375. Il vous est proposé d'aller solliciter un soutien de l'État dans le cadre de la DSIL de 600 000 €. Et donc, je vous propose d'approuver le plan de financement pour la mise aux normes et réhabilitation de... Ah non, mais c'est pas celle-ci. Voilà. Ah non, ça ne peut pas être la fourrière animale. Ah non, c'est pas faux. Mais c'est ça, c'est juste que... Oui, c'est le terme qui n'est pas bon. Oui, par contre, le plan de financement est bon. Oui, le plan de financement est bon, c'est juste une petite erreur à la fin, là. Et de m'autoriser donc à déposer le dossier de demande de DSIL et à signer toutes les pièces. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Oui. Il y a combien d'agents qui sont concernés par ce regroupement? Eric, tu vas pouvoir me répondre. Alors, rien qu'au déchet, il y a une 40 ou 50. Ouais, c'est une cinquantaine. Je crois qu'on avait évalué au moins 60 personnes. D'accord. Ouais, il y a le... Ouais. En fait, et aujourd'hui, enfin, on le sait bien, quoi, c'est pas efficient du tout d'être sur plein d'espaces entre les déplacements. Puis rien que l'esprit de travail. Enfin, et puis alors, voilà, l'état des locaux, nous sommes allés les visiter il y a une bonne année déjà, au moins une bonne année. Sincèrement, il y a urgence. Il y a des sites qui vont être vendus peut-être, non? Alors l'idée, c'est après de se séparer de sites. C'est à chaque fois qu'on a travaillé, et on vous avait déjà présenté, je crois, un schéma déjà, mais il y a au moins un an. Alors Saint-Michel, c'est vendu. Oui, Saint-Michel, c'est vendu, oui. Et après, voilà, c'est au fur et à mesure qu'on va regrouper. Alors, on a dans le matériel, on a longtemps stocké, mais je ne sais pas si c'est encore le cas, sous la piscine. Je crois qu'on n'a plus rien. Là, on n'a plus rien. Voilà, on a éparpillé un peu partout. Donc là, ça veut dire que des sites qu'on n'aura pas plus forcément besoin de louer, peut-être d'autres à céder. Voilà, c'est une économie d'échelle, du temps de gagner, plus efficient, un bien-être pour nos agents. Ce n'est pas anodin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et puis le dernier point concerne toujours une demande des DETR, mais cette fois c'est pour les travaux d'extension de la zone d'activité de la Réhorte. Où là, le plan de financement, vous l'aviez, donc il y a des travaux et de la maîtrise d'œuvre pour un montant de 86 585,73 €. On avait un contrat région au territoire dans un cas de CRT de 101 185, un fonds de concours de 16 800 et on sollicite une DETR d'un montant de 244 542,87 pour un autofinancement de 124 057,86. Donc je vous propose d'approuver le plan de financement pour la mise en œuvre de l'opération d'extension de la zone d'activité économique de la Réhorte Champ-Marotte, de m'autoriser à déposer le dossier de demande d'aide au titre de la DETR 2023 et de m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce dossier. Des questions? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Eh bien, je vous remercie. Pour ma part, je n'ai plus de questions ni de points. Je clôt le conseil communautaire, mais il y a peut-être des questions. Je suis à votre écoute. René, oui, bien sûr. Bon Dieu, ah ça marche. Alors, Madame la Présidente, je voulais communiquer à la communauté de communes et aux délégués que cet après-midi, les 8 communes qui avaient lancé l'appel pour avoir un arrêt, une halte plutôt à Nallier, ont tenu une conférence de presse. Donc on a développé notre projet, qui est un projet réalisable. Donc on a eu la DJG Radio, on a eu le journal de l'Écho de l'Ouest, nous avons eu bien sûr Ouest France, et nous avons aussi TV Vendée. Donc si vous voulez voir les acteurs, vous les verrez à la télévision. Et France Bleu, voilà. Et oui, France Bleu que tu as vu avant. Et donc on a développé, on a réitéré ce qu'on avait déjà dit, c'est-à-dire on a besoin d'une halte à Nallier. Bien sûr, un courrier va être envoyé au vice-président de la région Pays de Loire. On enverra aussi à Madame Thibault, qui est la représentante ici du Pays de Loire, puisque vous êtes Madame Thibault, conseillère régionale et responsable de la mobilité. Et j'espère que vous pousserez un grand coup pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse avoir cet arrêt. Étant donné qu'on va rentrer dans les 6 derniers mois où l'analyse va être définitive. Ça fait 2 ans que nous avons déjà une étude,
L'étude elle a été cas pendant un certain temps pour des tas de raisons que je ne vais pas expliquer là. À Mareuil, le vice-président s'est engagé à ce que d'ici avril-mai, l'étude soit bouclée. Donc nous avons donc présenté un beau projet. Vous allez voir l'endroit où on pourrait faire la halte. Et on a vu les parkings, nous avons vu... Et en plus de ça, ce qui est avantageux pour notre communauté de communes et pour cette halte, c'est qu'on a fait des chiffrages. Tout à fait, ouais. C'était la volonté, c'était d'avoir des devis. Donc les chiffrages ont été puisse annoncés à la presse et à la télé. Donc, et on l'enverra bien sûr à M. Brincourt, et on espère avec, puisque d'après les dernières informations que nous avons, rien n'est décidé, mais un arrêt sûr, un deuxième peut-être. Hein, on est bien d'accord. D'accord. Ah bah oui, moi je suis désolée, je ne pouvais vraiment pas. Ah non, 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 décidé. Non, mais je veux dire par là que c'est que beaucoup il y a Némy, mais Némy, bon, c'est l'agglomération, je ne pense pas. Il y a le Champ-Saint-Père, il y a ceux qui font un peu le forcing, il y a énormément de forcing, Velluire, et il y a nous. Donc il faut qu'on fasse le forcing tout en acceptant qu'il y ait une concurrence. Hein. C'est pas, on n'a pas critiqué qui que ce soit, on a essayé de développer notre projet. Voilà. Donc croisons les doigts et espérons que d'ici fin mai, nous ayons une bonne nouvelle. Enfin, je pense que ça sera peut-être plutôt dans le deuxième semestre que vous prendrez la décision, hein, si j'ai bien compris. Et donc, continuons à travailler tous ensemble pour qu'on ait cette halte un allié. Voilà. Tous les arguments ont été donnés, économiques, touristiques, CO2. Hein. Pardon ? Et la population, bien sûr. Et des enclavements aussi, parce qu'on a un peu oublié. Des enclavements. Oui, mais je ne vais pas dire tout ce qu'on a dit. Des enclavements, proximité. Il faut faire la découverte quand ils vont regarder tout ça. Alors, proximité avec le Vendéopôle qui va, lui, accueillir 300 salariés supplémentaires dans les quelques années à venir. Avec la problématique habitat, et comme tout le monde ne pourra pas habiter autour du Vendéopôle, bah forcément, ça va venir chez nous, ça va rayonner chez nous. Et, voilà. Et donc, je remercie bien sûr les conseillers, enfin Madame la Présidente qui appuyait, Madame Coulon, la présidente des maires de Vendée, en tant que maire de Mouzeuil-Saint-Martin, et puis Arnaud qui aussi appuie fortement pour que cette halte soit réalisable. Elle l'est, mais qu'on l'ait définitivement. Voilà. C'est un des premiers pas, pour cette année, c'est le premier pas de la mobilité, puisque bientôt nous aurons bien sûr autre chose à dire sur la mobilité. Voilà. Juste remercier les maires d'être venus. C'était une bonne réunion. Merci René, puis merci à tous les maires d'être venus. On a passé un bon moment sous la pluie à arpenter le chemin de fer pour montrer que ça marchait. Donc j'espère que ça aura des résultats. On aura tous la crève demain, mais c'est comme ça. Tu vas sûrement voir une facture parce que le maire de Saint-Aubin, il a déchiré son manteau. Alors il a dit je vais lui envoyer la facture. Il y aura des assurances. Ouais, il y a des assurances. Ouais, j'avais simplement un petit mot, excusez-moi, oui, la présidente. Je pense qu'on a besoin d'unité sur notre territoire pour le défendre. C'est pas parce que c'est Chaillé, Saint-Radégonde, Nallier et ses alentours que ça concerne. Je pense qu'on a besoin d'unité, on a besoin de tout le monde. On a la chance d'avoir 2 conseillers régionaux sur notre territoire. On compte sur vous pour nous aider et nous défendre. Et les autres, bien évidemment. Mais c'est une histoire de tourisme, de désenclavement pour nos jeunes, pour nos aînés, pour l'économie et la zone artisanale où on a une belle activité économique. On a des logements à Chaillé-les-Marais qui pourront aider à remplir bientôt à terme, qui pourront aider à remplir ce besoin d'emploi. Oui, non, merci Antoine, tu as raison. On a déjà montré de nombreuses reprises notre unité. Il faut qu'on continue. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée.